Et man, il y a Fukida, man. C'est Charlie Wata, Wataman le glaçant, man. Voilà, le créateur et initiateur de Fuma Pili. Il dit à tous mes petits de la rue, à tous mes petits frères de persévérer dans la vie, man. Faut même pas ils vont t'aider, man. Faut avoir la foi à ce que tu fais, à tout ce que tu fais dans la vie. Voilà, et là, tout a sorti, man. Il n'y a pas de drap. Moi, rien, bon, t'as vu, non, pour vous aider, quoi. Il y a Fukida, c'est que je suis persévérer dans la vie. Et une fois, ne voulez pas, ne droguez pas. Parce que nous-mêmes, là, nous, on n'a pas drogué, man. Voilà, nous, on n'a pas marin, on n'a pas voulu. C'est que je suis, c'était là. Ça va aller, il y a Fukida, il y a folle. Il n'a jamais perdu un seul combat. Cette phrase, on l'entend partout, dans les rues d'Abidjan, à Yamoussoukro, même dans les zones reculées. C'est plus qu'une rumeur, c'est presque une certitude pour ceux qui ont grandi en Côte d'Ivoire dans les années 90. Une nuit de 1999, à San Pedro, une foule s'est formée autour d'un duel qui s'annonce violent. D'un côté, un homme sourd-muet, immense, réputé pour sa force brute. De l'autre, un type plus fin, plus mobile, mais dont le nom suffit à faire reculer des groupes entiers, Charlie Wata. Le combat commence sans un mot. Le géant fonce droit sur lui. Charlie esquive, glisse et envoie un coup de pied sec dans le flanc. Le colosse vacille, mais reste debout. Les deux hommes s'agrippent, tombent. Charlie disparaît sous la masse. La foule s'agite, certains pensent que cette fois, c'est fini. Mais il réussit à dégager un bras et balance un coup de tête violent. L'autre saigne. Il essaie de tenir, mais Charlie est déjà debout. Il termine avec un coup net. L'autre tombe. KO, silence. Puis les cris. Encore une victoire. Ce soir-là, tout le monde a compris que Charlie Wata, ce n'était pas juste un gros bras comme les autres. Même face à un adversaire monstrueux, il ne plie pas. On a appelé ça le combat du sourd-muet. Pour beaucoup, c'est ce combat qui a confirmé que ce gars-là était à part. Il dira lui-même plus tard « Franchement, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais pris de défaite. » Dire que Charlie a été d'abat, ça n'est jamais arrivé. Ce genre de scène, il y en a eu des dizaines. Et à chaque fois, c'est la même chose. Certains fuient, d'autres crient son nom, et les rumeurs reprennent. Certains disaient qu'il portait un fétiche, d'autres qu'il avait fait un pacte. Ce qui est sûr, c'est que sa réputation faisait le travail. Il n'avait parfois même plus besoin de frapper. À la fin des années 90, son nom est partout, dans les quartiers populaires, dans les prisons, dans les couloirs sombres des maquis. Charlie Wata, c'est le respect, la crainte, la légende. Un journaliste se souvient, j'ai assisté à son combat contre Boy, le boss de Yamoussoukro. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi tout le monde le craignait. Mais qui est cet homme, au fond? Comment un gamin né à Vavois est devenu un symbole vivant de la rue? Un homme respecté par les plus dangereux et craint par ceux qui pensaient être invincibles. Pour le comprendre, il faut repartir du début. Avant la légende, il y a un garçon. Et ce garçon, c'est lui, Charlie Wata. Pour saisir l'itinéraire violent de Charlie Wata, il faut d'abord imaginer un décor bien loin du bitume d'Abidjan. C'est à Vavois, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, que tout commence. Là-bas, le 30 décembre 1971, naît un enfant du nom de Vami Bikoué Théodore. Personne ne se doute alors que ce nouveau-né deviendra le plus célèbre bagarreur du pays. Je m'appelle Fami Bikoué, ça c'est mon vrai nom. Ouais. Pour les intimes, je m'appelle Charlie Wata, je suis né à Vavois. Dans sa famille, on le surnomme très vite Charlie, en hommage à un grand frère admiré de tous. Ce frère aîné pratiquait le karaté avec passion. Et le petit Théodore, fasciné, voulait marcher dans ses pas. À peine en âge de tenir sur ses jambes, il s'entraîne aux côtés de son aîné. On le voit mimer des coups, répéter inlassablement les gestes appris. Les voisins de Vavois se souviennent encore du frêle garçon qui exécutait des katas dans la cour en terre battue, concentré comme un petit moine guerrier. Mon grand frère faisait du karaté. Très jeune, j'ai commencé à m'entraîner avec lui et on m'appelait Petit Charlie, racontera plus tard Charlie Wata. Le surnom lui restera pour la vie, enrichi d'un mystérieux Wata, ajouté par un ami d'enfance, Douguissa, sans que nul ne sache vraiment ce qu'il signifiait, un sobriquet qui claque comme un coup de fouet, parfait pour la rue. L'enfance de Charlie se déroule dans une Côte d'Ivoire encore paisible. À Vavoua,
la vie est rude mais structurée. L'école, les travaux au champ, les jeux entre gamins du quartier. Théodore est un élève brillant, disent un de ses professeurs, mais son tempérament bouillonnant le rend difficile à canaliser. Il a la bagarre dans le sang. Très jeune déjà, je me bagarrais beaucoup à l'école, admettra-t-il plus tard sans phare. Chaque prétexte est bon pour tester ses points. Une moquerie d'un camarade, un défi lancé pendant la récréation, ou même la protection d'un plus faible face à un tyran de cour d'école. Le petit Charlie n'a pas froid aux yeux et refuse de se laisser marcher dessus, ni de laisser ses amis se faire malmener. Il se bat pour l'honneur, pour le respect, des valeurs qu'il tient peut-être de son héritage familial. Sa mère est issue d'une lignée respectée. Son grand-père maternel était le chef de la communauté Gouraud de Vavois, faisant de sa mère une sorte de princesse locale. Quant à un de ses oncles, Swibi Koué, on le disait lui aussi bagarreur légendaire, au point qu'une fable familiale prétend que l'esprit combatif de cet oncle s'est réincarné en Charlie lorsque celui-ci est né, l'oncle étant mort peu après sa naissance. De telles anecdotes, mi-fierté, mi-superstition, forgeront rétrospectivement le récit d'un destin tout tracé. Charlie Wata était né pour être un guerrier. Pour l'heure, ce destin de guerrier s'exprime de façon moins glorieuse aux yeux des éducateurs. Charlie, malgré ses bonnes notes, devient un écolier ingérable. À l'adolescence, son dossier disciplinaire s'alourdit. Il est renvoyé du collège en classe de 6e pour indiscipline chronique. Trop de bagarres, trop de chaos autour de lui. Sa grande sœur, inquiète de voir ce garçon pourtant intelligent gâcher son avenir, décide de prendre les choses en main. Elle vit à Abidjan, la capitale économique, et propose de l'emmener avec elle pour le remettre sur le droit chemin. Charlie, lui, est partagé. Il aime sa sœur, mais comment renoncer aux rixes quotidiennes qui sont devenues son souffle de vie? Avant même qu'il ne tranche, le destin et son propre comportement vont l'orienter. Car Charlie ne se contente pas de se battre à l'école. Bientôt, c'est dans toute la ville de Vavois qu'il se forge une réputation de petit caïd. Autour de ses 13-14 ans, il traîne avec 3 copains, Siaka Danger, Dugisa, son ami karatéka, et Santana, tous un peu plus âgés que lui. Ensemble, ils forment une bande d'adolescents turbulents, adeptes de défis physiques. De quartier en quartier, ils provoquent les autres groupes de jeunes. Et bien souvent, c'est le plus petit d'entre eux, le frêle Charlie, qui lance la première attaque. Partout où on allait, c'est moi qui me bagarrais beaucoup. J'étais le plus mince du groupe, pourtant j'étais le plus têtu, dira-t-il dans un sourire amusé. La nouvelle se répand vite dans la petite ville. Ce petit Charlie est un enragé du combat, personne n'arrive à le mater. Son audace fascine autant qu'elle inquiète. Comment un garçon si frêle ose-t-il tenir tête à des costauds 2 fois plus lourds que lui? Et surtout, comment parvient-il à les vaincre, ou du moins à ne jamais s'avouer vaincu? Charlie devient le sujet de conversation favori des jeunes de Vavois. Il n'a même pas 16 ans que son nom circule déjà comme celui d'un phénomène local. Cette notoriété juvénile n'arrange rien à son comportement. Flatté d'être craint et respecté, le jeune bagarreur redouble d'excès. Les études deviennent une préoccupation lointaine. Malgré les efforts de sa famille, chaque tentative de le recadrer échoue. Inscrit au CEG, Collège d'enseignement général, de Vavois après le primaire, il n'y reste que quelques mois avant d'en être exclu pour violence. Une première chance gâchée. Sa sœur persévère. Avec l'aide du grand frère karatéka, elle réussit à l'envoyer dans un établissement à Yamoussoukro, la capitale politique, chez un autre membre de la famille. Mais à peine Charlie a-t-il intégré le nouveau collège qu'il est de nouveau expulsé, la cause, toujours la même. Ses poings ont parlé plus fort que la discipline scolaire. On l'accuse d'avoir agressé un camarade. Il lui aurait même arraché une dent lors d'une bagarre particulièrement brutale. L'affaire fait grand bruit localement, au point que le jeune Charlie doit quitter précipitamment la ville pour échapper à des poursuites. Un oncle, excédé par ce garnement incontrôlable, lui paye un billet et lui intime de disparaître quelque temps. Revenu à Vavois-Penaud, le garçon n'en continue pas moins ses frasques. Sa mère est absente du foyer à cette période, et son père, souvent parti au champ, n'a plus vraiment de prise sur lui. J'étais livré à moi-même et je me bagarrais toujours. C'était plus fort que moi, admettra Charlie, comme pour s'excuser d'une force intérieure qu'il ne contrôlait pas. Ses proches commencent à perdre espoir de le voir rentrer dans le rang. Pour Charlie, l'école est derrière lui.
la rue est devenue son véritable terrain d'apprentissage. Chaque bagarre est une leçon, chaque adversaire vaincu est un trophée invisible qui gonfle un peu plus sa fierté. Au fil de ses années d'adolescence indomptée, Charlie Wata se forge une mentalité de dur. Son univers de référence, ce sont les films d'arts martiaux qu'il adore et reproduit, les exploits de son frère karatéka qu'il rêve de dépasser, et l'adulation de ses camarades de clan. Il découvre aussi la solidarité entre loupards. S'il se bat souvent, c'est aussi pour défendre ses amis ou des innocents pris à partie. Cette posture de justicier des rues va contribuer à son aura. On commence à le voir non seulement comme un fauteur de troubles, mais aussi comme celui qui ne supporte pas l'injustice. Dans une petite ville comme Vavois, où tout se sait, les histoires s'amplifient. On jase sur ce garçon frêle qui aurait terrassé un voleur plus âgé pour protéger un marchand, ou qui aurait osé défier un élève plus grand qui terrorisait les plus jeunes. Les faits sont parfois embellis, mais Charlie devient progressivement une sorte de héros local pour les uns, ou un sale garnement pour les autres. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre, Vavois devient trop étroite pour contenir l'énergie de Charlie Wata. Vers la fin de son adolescence, au début des années 1990, il sent confusément que son destin l'appelle ailleurs. Il a déjà parcouru les routes environnantes avec son ami Dugisa, allant faire des démonstrations de karaté à Séguéla, à Zouenoula, à Man. Partout où il passe, des jeunes le provoquent et il relève chaque défi, élargissant le cercle de sa réputation. À 22 ans, après plusieurs années d'une vie errante et bagarreuse, une opportunité inattendue vient changer son horizon. Un ami, Hervé Samson, lui propose de le rejoindre à Yamoussoukro pour mettre ses talents de combattant au service d'une cause plus officielle. Nous sommes en 1994 et la capitale politique fourmille en cette veille d'élection. Des rumeurs de tension circulent. Hervé, qui connaît la force de Charlie, veut l'enrôler comme garde du corps dans l'entourage du maire de Yamoussoukro. Pour Charlie, c'est l'occasion de quitter Vavois, de découvrir une ville plus grande et peut-être de donner un sens nouveau à sa violence innée. Sans trop hésiter, il fait son baluchon. Le guerrier quitte son village natal, le regard tourné vers la grande ville où, il le pressent, une nouvelle étape de sa vie l'attend. Il ignore encore qu'il s'apprête à entrer dans la légende des rues ivoiriennes. Année 1990, Yamoussoukro. La capitale fondée par Houphouët Boigny est d'ordinaire paisible, avec ses larges avenues et son ambiance provinciale. Mais dans l'ombre de la basilique monumentale et des palais administratifs, une autre loi règne, celle de la rue. C'est un monde parallèle fait de bandes de jeunes, de syndicats de transporteurs musclés, de combats de territoire où poings et parfois machettes tranchent les disputes. C'est l'univers des Ziguéhi, ces loupards, au code d'honneur bien particulier. Le Ziguéhi a apparu aux années 79-80. Ouais, c'est avant le Zouglou. Voilà. Bah, on se rappelle, il y avait des gestes comme ça, on faisait des gestes de main et puis on levait la jambe. Ouais, les grands écarts, ouais, puis les trucs de jambes. C'est une manière de s'exprimer, quoi, tu vois, non? Dans le ghetto, surtout. Une manière de s'exprimer dans le ghetto. De parler avec le corps. Ouais, de parler avec le corps, pour montrer bon, un peu les gestes de la rue. Voilà. Et puis là, Mais il y a une manière de parler même aussi, les gestes, tout ça, c'est ce qui faisait l'ensemble du Ziguéhi. En débarquant à Yamoussoukro en 1994, Charlie Wata entre de plein pied dans ce microcosme violent. Dès son arrivée, il est pris en charge par Hervé Samson, qui le présente au maire de Yamoussoukro. Ce dernier a recruté une poignée de gros bras pour assurer la sécurité pendant la période électorale. Charlie, du haut de ses 22 ans, impressionne d'emblée par sa réputation. « Comme d'habitude et grâce à Dieu, ma légende me précédait », dira-t-il non sans fierté en évoquant cette époque. En effet, à peine installé, le jeune homme entend son nom murmuré par d'autres loupards de la ville. Charlie Wata est là. La nouvelle circule vite et suscite curiosité, voire défiance. Car Yamoussoukro a déjà son caïd en titre. Un certain Boy, surnommé l'Américain, véritable maître de la ville selon les dires des habitants. Boy dirige une bande bien établie. Il contrôle les gares routières et les endroits stratégiques de la capitale. Son influence est telle que beaucoup le considèrent
comme intouchables. Mais au lieu de s'affronter immédiatement, Boy et Charlie sympathisent. Ils ont des amis en commun, et Boy voit en ce nouveau venu un allié potentiel plutôt qu'un rival. Durant un temps, tout se passe bien. Charlie est accueilli comme un petit frère au sein de la bande de Boy. Ensemble avec d'autres costauds du coin, ils forment un groupe informel que Charlie appellera plus tard la Camorra, une coalition des meilleurs loupards de Yamoussoukro. Dans ce cercle dur, on se serre les coudes pour contrôler la ville et faire respecter leurs lois. Charlie s'épanouit dans ce rôle. Le jour, lorsque le maire les sollicite, il assure la sécurité d'événements politiques en jouant les gardes du corps discret. La nuit, il écume les maquis et boîtes de nuit de Yamoussoukro avec ses comparses. Le bodyguard du maire de Yamoussoukro, M. Kounan Fénan. Partout où il passe, il attire l'attention. Sa renommée de bagarreur invincible attise la curiosité. Beaucoup n'avaient entendu parler de lui qu'au travers d'histoires incroyables, et veulent voir de leurs propres yeux s'il est à la hauteur de sa légende. Les plus téméraires pourraient être tentés de le défier, mais la plupart du temps, la simple présence de Boy à ses côtés dissuade toute attaque. Car s'il est une règle tacite chez les Igéi, c'est le respect du territoire et des alliances. Pour l'instant, Charlie est sous la protection de Boy, le parrain local. Ensemble, ils règnent sur les nuits de Yamoussoukro, veillant à leur manière à la tranquillité des lieux qu'ils fréquentent. Une tranquillité toute relative, ponctuée de bagarres contrôlées et de démonstrations de force. Mais ce bel équilibre ne dure pas. Les graines de la jalousie et de la rivalité germent inexorablement. Au sein de la bande, certains anciens voient d'un mauvais œil l'amitié grandissante entre Boy et ce petit nouveau venu d'ailleurs. Charlie, avec son charisme naturel, s'attire rapidement l'estime du chef. Boy le couvre d'égards, l'emmène partout avec lui, comme son second. Mes amis n'étaient pas contents parce que Boy m'estimait beaucoup. Ils se demandaient pourquoi Boy pouvait avoir une préférence pour moi qui venais d'arriver, alors qu'eux étaient là avant, explique Charlie en se remémorant l'ambiance délétère qui s'est installée insidieusement. Les rumeurs de favoritisme attisent dans les rancœurs. On colporte que Charlie veut peut-être prendre la place de Boy, voire prendre Yamoussoukro à son compte. Des clans se forment silencieusement au sein même de la Camorra. La situation est explosive, il suffirait d'une étincelle. Cette étincelle survient sous la forme d'une affaire de cœur. Charlie, jeune homme au physique athlétique, ne laisse pas indifférentes les jeunes femmes de la ville. Une lycéenne, fascinée par le bad boy, tombe amoureuse de lui. Ils entament une idylle secrète. Mais lorsque des amis jaloux apprennent la liaison, ils y voient l'occasion de nuire à Charlie. L'un d'eux va rapporter aux parents de la jeune fille que leur fille sort avec Charlie Wata. Immédiatement, c'est le scandale. Les parents, affolés par la réputation dangereuse de l'homme, alertent la police. Un soir, sans prévenir, des policiers font irruption chez Charlie et l'emmènent manu militari en même temps que la demoiselle. On l'accuse de séquestration de mineurs, rien de moins. Au commissariat, l'affaire se dégonfle heureusement. La jeune fille explique de son plein gré que Charlie ne lui a rien fait de mal, qu'elle était consentante et non kidnappée. Mais le mal est fait. Charlie passe quelques jours en détention préventive, en boîte, et dans le même temps, la nouvelle de son arrestation se répand. Pour ses ennemis cachés, c'est l'occasion rêvée de semer la zizanie. En l'absence de Charlie, les langues se délient auprès de Boy. On insinue que c'est Charlie lui-même qui aurait monté un coup pour nuire au groupe, qu'il ambitionne de supplanter Boy dans le contrôle de la ville. Des anciens membres d'un syndicat local, ces organisateurs informels du transport qui voient d'un mauvais œil la jeune garde leur disputer le terrain, vont même jusqu'à affirmer à Boy que Charlie complote pour lui voler son affaire de syndicat, aidé par des amis d'Abidjan. Boy, déjà ébranlé par l'affaire de la jeune fille, prête l'oreille à ces calomnies. Dans son esprit, un doute terrible s'installe, son protégé l'aurait trahi. Lorsque Charlie est libéré, l'atmosphère a changé. Boy se montre froid, distant. Charlie ne comprend pas tout de suite quelle rancune son ami a pu développer. C'est un ami commun venu d'Abidjan, Gunther, qui le met en garde. Il y a trop de divisions dans le groupe. Gunther lui-même, furieux de voir l'amitié Charlie-Boy brisée par des commérages, s'en prend physiquement à celui qu'il tient pour responsable,
le fameux camarade qui a dénoncé la relation de Charlie aux parents de la fille. Ce règlement de compte en interne dégénère en bagarre générale entre membres de la bande. La tension atteint son comble. Le face-à-face inévitable entre Charlie et Boy a finalement lieu. Un jour, Charlie et Gunther aperçoivent Boy en pleine discussion animée avec des membres d'un syndicat de transport près de la gare routière. Charlie, qui n'a pas eu de vraie explication avec son ami depuis sa sortie de prison, décide d'aller le voir pour crever l'abcès. À peine Gunther descend-il du taxi pour s'approcher que Boy, le reconnaissant, fond sur lui et lui assène un coup de tête monumental, le fendant à l'arcade. Gunther recule, le visage en sang, et vient prévenir Charlie de l'agression. Fou de rage, Charlie sort du véhicule et fonce sur Boy en demandant « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça ?» Boy, hors de lui, l'accuse de vouloir prendre Yamoussoukro et de chercher à le détrôner. Les insultes fusent, les deux hommes en viennent rapidement aux mains. Ce premier échange est bref, des amis les séparent, mais Charlie bouillonne intérieurement. « J'avais tellement mal au cœur que je ne pouvais pas rester sans réagir », avouera-t-il plus tard. La rancune, l'humiliation publique, tout cela le consume. Quelques heures plus tard, la confrontation reprend de plus belle dans un kiosque de la gare, fief de Boy, où Charlie est revenu le chercher. La bagarre entre les deux chefs éclate et cette fois, personne ne l'arrête. Les récits de ce duel entre Boy l'Américain et Charlie Wata deviendront légendaires dans le milieu des Igei. Certains parlent d'échanges de coups titanesques, de vitrines brisées et de badauds fuyant en criant. D'autres assurent que le combat était relativement équilibré, chaque homme refusant de vraiment blesser gravement l'autre à cause de leur ancienne amitié. Ce qui est certain, c'est que les deux hommes se sont affrontés violemment, réglant dans la rue ce que les mots n'avaient pu dissiper. Qui a gagné ? La question reste débattue. Charlie n'a jamais fanfaronné d'avoir vaincu Boy ce jour-là, et Boy, de son côté, n'aura pas l'occasion d'en parler longtemps, car le destin va trancher à sa manière. Quelque temps après ce duel, alors que la tension retombe et qu'une sorte de paix froide s'installe, un événement tragique survient. Boy trouve la mort dans un accident de voiture sur la route de Bouaké. La nouvelle fait l'effet d'un coup de tonnerre à Yamoussoukro. Le maître de la ville n'est plus. Immédiatement, des rumeurs folles se répandent. Et si ce n'était pas un simple accident ? Et si Charlie Wata, amer de sa dispute avec Boy, y était pour quelque chose ? On murmure qu'il aurait eu recours à des pratiques occultes pour se débarrasser de son rival. Après tout, clament les mauvaises langues, Charlie n'est-il pas censé avoir des pouvoirs mystiques, une protection fétichiste ? Peut-être a-t-il fait fétiche contre Boy pour le faire périr mystérieusement. En réalité, Boy est décédé sur le coup lors d'une collision, et Charlie n'était même pas sur les lieux. Mais qu'importe la vérité, la rumeur est lancée. Accusé dans l'ombre d'être le responsable occulte de la mort de son ancien ami, Charlie est peiné et en colère. « Je n'ai rien à voir dans la mort de Boy. J'ai la conscience tranquille », clame-t-il haut et fort dès qu'on l'interroge sur le sujet. Il explique que, malgré leur bagarre, ils s'étaient reparlé normalement ensuite, et que Boy était parti en voyage comme à son habitude. Il a appris son décès comme tout le monde, avec stupeur et tristesse. Mais les détracteurs de Charlie n'en démordent pas. Pour eux, si Boy est mort et Charlie est vivant, ce dernier doit nécessairement y être pour quelque chose. Ces soupçons marquent durablement Charlie. Ils renforcent en fait l'aura quasi surnaturelle qui l'entoure. Car aux yeux de beaucoup, s'il a réellement éliminé Boy par des moyens magiques, c'est qu'il est plus redoutable encore qu'on ne le pensait. Malgré ce climat chargé, Charlie Wata sort paradoxalement grandi de cette période tumultueuse. Avec la disparition de Boy, il reste le dernier grand encore debout. Déjà quelques années auparavant, le célèbre John Pololo, figure mythique du mouvement Zigei dans les années 80-90, avait été tué par une unité spéciale lors des troubles de la transition politique de 2000. Pololo parti, Boy disparu, Charlie s'impose comme le plus fameux des loupards encore en activité en Côte d'Ivoire. Il devient ce que certains appellent le Zigei des Zigei, le caïd ultime. Dans la rue, son nom est roi. Les récits de ses combats circulent de commune en commune. À Abidjan, les chauffeurs de Glaka, minibus, se transmettent des anecdotes sur lui en chargeant les passagers,
Tu as entendu l'histoire de Charlie Wata et du sourd-muet? Incroyable. Dans les quartiers populaires, les plus jeunes imitent ses gestes de combat, rêvant d'avoir son courage. D'autres frémissent en se souvenant l'avoir vu en action. Son coup de pied gauche pouvait te briser les côtes d'un seul coup, chuchotent certains. On raconte qu'un jour, lors d'une rixe, il a envoyé un adversaire à l'hôpital d'un seul coup de tête. Vrai ou faux, nul ne sait, mais tout le monde répète ces histoires. Charlie lui-même cultive malgré lui cette légende. Il n'a effectivement, selon ses dires, jamais subi de véritable défaite en duel. Bien sûr, il a reçu des coups, il a été mis en difficulté, mais jamais au point de s'avouer vaincu. Cette invincibilité alimente un sentiment quasi mystique autour de lui. On le croit intouchable. Dans le milieu des Igei, où l'honneur se mesure à la capacité de dominer physiquement ses rivaux, ne jamais avoir plié est un exploit rarissime. Charlie devient ainsi une référence absolue. Dire que Charlie a été Daba, vraiment, ce n'est jamais arrivé, dit-il sans vanité, mais comme un fait établi. Beaucoup le confirment, n'ayant jamais entendu quelqu'un se vanter d'avoir vaincu Charlie Wata dans un face-à-face loyal. Durant cette seconde moitié des années 90, le règne de Charlie Wata s'étend au-delà de Yamoussoukro. Il navigue régulièrement vers Abidjan, la grande métropole, où il retrouve d'anciens camarades d'enfance. Là-bas aussi, le monde des loupards est bien structuré. Chaque commune d'Abidjan a ses bandes, ses gros bras locaux. Treichville a vu naître les Maples, dont Charlie faisait partie étant scolarisé au collège Voltaire plus jeune. Marcory avait son groupe de Faremois, mené par le redouté Bonny. Koumassi, Yopougon, chaque secteur de la ville a son histoire de gang juvénile. Cependant, ces bandes de quartier évitent généralement les confrontations ouvertes depuis qu'un équilibre s'est créé. Beaucoup de loupards, en vieillissant, trouvent leur place dans le business du transport ou de la sécurité privée. La tendance actuelle, c'est que tous les loupards sont dans le domaine du transport, ils exercent comme syndicats, expliquera Charlie plus tard. En clair, ces ex-bagarreurs deviennent des organisateurs officieux des gares routières, percevant des taxes informelles, régulant la circulation des minibus et protégeant leur station. D'autres se recyclent en videurs de boîtes de nuit ou en garde du corps pour des personnalités fortunées. C'est une évolution du mouvement Zigei. D'une culture de rue purement basée sur la bagarre, on passe à une sorte de corporation de la sécurité parallèle. Charlie Wata, avec sa notoriété, se place naturellement au sommet de cette pyramide informelle. Il s'associe avec un aîné surnommé Bolo, un vétéran respecté, pour contrôler certaines gares d'Abidjan, notamment à Marcory et Cocody. Son rôle de syndicaliste du transport lui assure des revenus et un territoire d'influence, sans qu'il ait besoin de se battre en permanence. Parallèlement, fort de sa réputation, il devient le garde rapproché recherché de quelques VIP. On le voit assurer la sécurité de grandes soirées, escorter des stars de la musique dans la foule. Sa carrure moyenne mais sèche, sa démarche souple et confiante, son regard perçant, tout en lui dissuade quiconque de chercher querelle à ceux qu'il protège. Parmi ces personnalités, l'une jouera un rôle crucial dans la suite de sa vie. Le chanteur de reggae Ismaël Isaac, idole de la jeunesse ivoirienne. Au tournant des années 2000, Charlie fait la rencontre d'Ismaël Isaac. J'étais le bodyguard du maire de Yamoussoukro, M. Kounan Fénan. Et là-bas, il fait la connaissance d'Ismaël Isaac. Ah, tu étais son bodyguard? Ouais, j'étais le bodyguard du Parce que tu fais le karaté? Ouais, parce qu'il faisait le karaté. Ah, et c'est un gros bras aussi. Ouais, on se rappelle des années, le zouglou, les machines, le gros bras. Et c'est pourquoi tu danses, genre? Ouais, il danse le Zigei dance. L'artiste, connu pour ses chansons engagées et son appartenance revendiquée à la culture de la rue, apprécie la compagnie de Charlie. Il sait qui il est, tout le monde le sait, et l'avoir à ses côtés est autant rassurant que symbolique. Lorsque Ismaël Isaac part en tournée à l'intérieur du pays, il demande souvent à Charlie de l'accompagner. Des amis lui ont dit que Charlie Wata est connu à l'intérieur du pays, il est beaucoup respecté. Donc, je voyageais avec lui lors de ses tournées, je suis devenu son bodyguard, racontera Charlie. C'est un tournant. De caïd des rues, Charlie commence à se muer en protecteur des artistes, fréquentant les coulisses du show business. Cette ascension dans le monde de la nuit et de la sécurité consolide encore sa légende. Désormais, son nom n'est plus seulement murmuré dans les ghettos,
il apparaît aussi dans les conversations mondaines, dans l'argot des discothèques chic. Les jeunes des quartiers huppés d'Abidjan qui écoutent du zouglou ou du reggae apprennent à connaître Charlie Wata, le Zigei. Il devient une figure quasi folklorique. On est fier de l'avoir vu à tel concert. On se vante d'avoir échangé un mot avec lui dans l'ombre d'une scène. Sa présence apporte une touche street credibility à ceux qui l'entourent. Charlie règne ainsi, d'une main de fer, mais souvent sans même avoir à l'utiliser, sur le petit monde des gros bras ivoiriens. Son nom seul fait fuir ou réfléchir. Bien des disputes de rue, dit-on, s'éteignaient net quand l'un des antagonistes lançait « Tu veux vraiment te battre ? Tu te prends pour Charlie Wata ou quoi ?» L'autre, soudain refroidi, renonçait, préférant en rire et commander une autre bière. Car se comparer à Charlie, ou pire, s'en faire un ennemi, c'était s'exposer à de gros problèmes. Personne ne voulait être celui qui provoquerait l'invincible et récolterait une raclée mémorable. Ainsi, paradoxalement, la réputation de violence de Charlie a pu prévenir bon nombre de bagarres inutiles. Sa légende jouait un rôle de dissuasion massive. Mais cette légende, justement, commence à prendre une dimension qui dépasse l'entendement rationnel. Peu à peu, la frontière entre la réalité de l'homme et le mythe construit autour de lui s'estompe. La rue adore les héros invincibles, mais elle les veut plus grands que nature, parés de pouvoirs mystiques. Et Charlie Wata va en faire l'expérience. À mesure que son règne s'affirme, les histoires les plus folles courent sur son compte. Des histoires de sorcellerie, de pactes sataniques, de sacrifices humains. La peur nourrit ses rumeurs, et Charlie, qu'il le veuille ou non, en devient le personnage central. Pour comprendre comment une telle légende s'est bâtie autour de sa personne, il faut explorer le versant obscur du mythe. Celui des mythes, rumeurs et terreurs qui ont jalonné sa carrière de Zigei invaincu. La nuit, dans les quartiers précaires d'Abidjan, après que les échauffourées se sont tues, les langues se délient autour d'une bouteille de koutoukou, l'alcool artisanal, ou d'un verre de thé. C'est à ces heures tardives, dans la moiteur tropicale, que naissent les légendes urbaines. Et Charlie Wata en a inspiré plus d'une. Invincible, vraiment. Comment expliquer qu'un homme ait pu triompher de tous ses adversaires pendant tant d'années sans jamais être mis KO ? Pour beaucoup, la réponse ne peut être que surnaturelle. Et les récits fantastiques de fleurir. Le mythe le plus tenace concerne un sacrifice horrible qu'aurait accompli Charlie pour obtenir sa force. Dans les ruelles, on chuchote qu'il aurait sacrifié ses parties intimes. Oui, littéralement. Selon la rumeur, Charlie Wata aurait offert son sexe en échange de pouvoirs surhumains. Cette image choque hante les esprits. On imagine des rituels obscurs, un féticheur coupant l'attribut viril du jeune homme pour le plonger dans une potion magique, conférant à Charlie une invulnérabilité diabolique au combat. Absurde, bien sûr, mais ces histoires trouvent un terreau fertile dans l'imaginaire populaire, où le lien entre virilité et puissance mystique alimente bien des contes. Abandonner sa virilité pour devenir invincible, quel pacte plus tragique et impressionnant. On se repasse le mot, on exagère les détails. Il a mis son sexe dans un bocal chez un marabout. C'est pour ça qu'il n'a peur de rien. Il n'est plus vraiment un homme, c'est un génie. La légende prend une telle ampleur que Charlie lui-même, lassé, finira par la démentir publiquement. « J'ai même un enfant, je n'ai donc pas sacrifié mon sexe », s'exclame-t-il avec agacement lorsqu'un journaliste ose l'interroger sur ce mythe scabreux. Effectivement, Charlie est père d'un garçon, preuve irréfutable que ce qu'on raconte est faux. Mais peu importe la vérité biologique, le mal est fait. Pour de nombreux Ivoiriens, Charlie Wata reste cet homme qui aurait osé l'inimaginable pour régner sur la rue. Une autre rumeur, moins macabre mais tout aussi répandue, concerne son fameux coup de pied gauche. On l'a vu, ses ennemis le comparent à un coup d'éléphant tant il est puissant. D'où viendrait une telle force ? Là encore, les explications ésotériques surgissent. On dit que Charlie posséderait le pied d'éléphant, non pas l'animal en lui-même bien sûr, mais un sortilège qui donnerait à sa jambe la force et le poids d'un éléphant lorsqu'il frappe. Certains prétendent l'avoir vu accomplir des rituels avant un combat, toucher le sol puis sa cheville en marmonnant des incantations, comme pour invoquer l'esprit de l'éléphant. D'autres affirment qu'il porte en permanence autour de la cheville gauche
un gris-gris dissimulé sous son pantalon, chargé par un sorcier pour décupler la puissance de son membre. Ainsi armé mystiquement, un seul de ses coups de pied pourrait briser n'importe qui. L'intéressé, lui, sourit de ses élucubrations. « Je sais que mon pied est dangereux, mais je ne sais pas pourquoi. C'est inné, c'est plus fort que moi », confie Charlie, modestement, incapable d'expliquer autrement que par le don de la nature, sa souplesse phénoménale et sa détente redoutable. Pour lui, point de mystère. Il s'est entraîné dur depuis l'enfance, a pratiqué le karaté, le taekwondo, et c'est ce travail acharné combiné à un talent naturel qui fait de lui un combattant d'exception. Mais combien le croient vraiment? L'aura mystique est plus séduisante. Elle alimente la peur, et la peur est une arme psychologique puissante qui précède Charlie partout où il va. Charlie Wata a-t-il lui-même entretenu ces mystères pour renforcer son ascendant? Difficile à dire. Publiquement, il nargue plutôt ses rumeurs, s'en défendant avec humour ou fatalisme. En privé, comme beaucoup de ses pairs, il ne cache pas qu'il tient à se protéger. Dans le mouvement Zigei, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne pratique pas quelque chose pour se protéger, parce qu'il y a trop de jaloux, trop d'aigris, admet-il franchement. La rue est un univers dangereux. Lorsque vous êtes au sommet, d'autres veulent votre chute et tous les coups sont permis. Alors oui, Charlie, comme d'autres, prend des précautions. Il y en a qui vont à l'église, d'autres ont des talismans. Chacun se protège à sa façon, parce que quand tu sors le matin, tu ne sais pas si tu rentreras le soir. Ces mots révèlent l'ambivalence du personnage. D'un côté, il ridiculise les légendes extravagantes. De l'autre, il reconnaît volontiers que le recours au spirituel fait partie du mode de vie des loupards. Fétiche, prière, gris-gris. Peu importe le moyen, l'important est d'avoir la baraka et de détourner le mauvais sort. Charlie lui-même a sans doute eu recours à des talismans traditionnels pour éloigner la mort ou la malchance, comme c'est courant en Afrique de l'Ouest. Il remercie Dieu publiquement pour sa protection, tout en portant peut-être sous son t-shirt une petite amulette confiée par un vieux guérisseur de village. Ce mélange de foi et de superstition est le lot de beaucoup de ces combattants de l'ombre. Les rumeurs ont donc servi Charlie autant qu'elles l'ont parfois exaspéré. Elles ont été son arme secrète. Car que se passe-t-il dans l'esprit d'un adversaire qui croit dur comme fer que Charlie est invulnérable ou investi de pouvoirs occultes? La plupart du temps, il perd ses moyens avant même le premier coup. Nombre de jeunes loupards des années 90 l'avouent. Ils n'auraient pour rien au monde affronté Charlie Wata en duel. Trop effrayés par ce qu'ils avaient entendu. Certains évoquent des histoires effroyables où Charlie, blessé au couteau lors d'une rixe, aurait continué à se battre comme si de rien n'était, insensible à la douleur. On parle aussi de gris-gris qu'il porterait autour de la taille, le rendant invulnérable aux lames. Il y a même un murmure, difficile à vérifier, selon lequel on lui aurait un jour tiré dessus et que la balle ne l'aurait pas pénétré, comme arrêtée par une force invisible. Vraies ou fausses, ces fables amplifient l'aura de terreur qui entoure le nom de Charlie Wata. Lui, de son côté, s'efforce de dissiper les légendes les plus farfelues, surtout en fin de carrière, lorsqu'il aura l'occasion de s'exprimer à cœur ouvert. Ce sont des ragots, c'est du n'importe quoi, tranche-t-il au sujet des prétendus sacrifices humains ou organes qu'on lui prête. Pour expliquer sa force, il préfère raconter une histoire plus personnelle, celle de cet oncle bagarreur dont il aurait hérité l'âme combattante. Cette anecdote, presque mystique mais dans un registre familial, lui plaît davantage. Elle fait de lui le dépositaire d'une tradition de vaillance, plutôt qu'un adepte de la magie noire. Quand ma mère était enceinte de moi, mon oncle a craché sur son ventre et demandé qu'on me donne son nom à lui. Après ma naissance, cet oncle est mort, et les gens disaient qu'il s'était réincarné en moi. Charlie relate cela avec une certaine gravité. C'est sa manière à lui de dire qu'il croit davantage en l'héritage du sang qu'au fétiche artificiel. Pourtant, cette histoire elle-même nourrit le mythe. Aux yeux du public, entendre que Charlie est la réincarnation d'un redoutable bagarreur, voilà qui conforte l'idée qu'il est porteur d'une essence surnaturelle. Qu'on y croit ou pas, une chose est sûre. La peur qu'inspirait Charlie a souvent été plus déterminante que ses points.
Le simple fait d'imaginer qu'il puisse avoir des pouvoirs suffisait à glacer d'effroi nombre de ses ennemis. Lorsqu'il arpentait un quartier, les petits voyous du coin filaient doux. On évitait de le provoquer inutilement. Et même lors de ses combats les plus acharnés, cette légende le précédant a pu jouer dans la balance. Prenons l'exemple du fameux combat contre le sourd-muet à San Pedro. Bien des témoins rapportent que ce colosse muet était venu chercher Charlie précisément pour défier sa légende, prouver qu'il n'était pas un dieu de la bagarre. Il voulait se faire un nom en essayant de battre le champion invaincu. Son audace lui a presque valu de réussir, tant il a résisté. Mais au final, même lui s'est effondré, comme si Charlie avait dû montrer à tous que la légende tenait bon. À l'hôpital, le sourd-muet meurtri aurait admis par geste que Charlie était trop fort. Et lorsque la nouvelle de cette victoire difficile s'est répandue, elle a paradoxalement ancré encore plus le mythe. Vous avez vu, même un géant sourd enragé n'a pas pu le mettre à terre. Dès lors, qui pourrait le faire? La rumeur est une arme, et Charlie Wata en a été doté, qu'il le veuille ou non. Il en a aussi été victime à l'occasion, notamment lorsque certains l'accusèrent, sans preuve, d'être responsable de la mort de Boy par des maléfices. Ce genre d'accusation était douloureux car Charlie tenait à son honneur. Être vu comme un tueur perfide ne correspondait pas à son code. On racontait que j'avais fait du fétichisme contre Boy alors que c'est archi faux, insiste-t-il avec amertume. Il voulait qu'on sache qu'il se battait loyalement, à main nue, pas en cachette avec des gris-gris pour assassiner ses amis. Mais la rue est cruelle et préfère souvent la version sensationnaliste. Ainsi, la figure de Charlie oscille entre deux facettes. Le combattant humain, avec ses valeurs et ses limites, et le personnage légendaire aux pouvoirs exagérés. L'un est réel, l'autre fantasmé. Et c'est un mélange des deux qu'on retrouvait dans l'esprit du public. Peut-être Charlie a-t-il compris tôt l'intérêt de ne pas trop dissiper le mystère. Après tout, tant qu'on le croyait invincible, cela le protégeait. Tu peux être fort, mais tu n'es pas plus fort que la loi, dira-t-il plus tard. De même, un loupard n'est jamais à l'abri d'un coup de couteau dans le dos ou d'un guet-apens. Mais si l'ennemi potentiel croit que des esprits veillent sur Charlie, il hésitera à tenter quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, la légende est désormais bien établie. Charlie Wata est perçu comme invincible, craint autant que respecté, au point que même les forces de l'ordre commencent à le considérer d'un œil particulier. Après tout, un homme que l'on dit increvable et qui a fédéré autour de lui tant de durs de la rue ne peut rester éternellement en dehors des radars de la justice. Les autorités ivoiriennes, qui voient monter en puissance le phénomène Ziguéi, finiront par se pencher sur son cas. Et c'est une autre forme de confrontation qui attend Charlie. Non plus un duel au corps à corps dans une ruelle, mais le face-à-face avec la loi et l'appareil répressif de l'État. Cette fois, aucun fétiche ne pourra l'aider. Seule sa ruse et peut-être sa chance légendaire feront la différence. Au fur et à mesure que la réputation de Charlie Wata grandit, l'attention des forces de l'ordre se fait plus insistante. Dans les commissariats d'Abidjan et de l'intérieur, le nom de Charlie circule, accompagné d'un dossier épais de bagarres signalées, de plaintes pour coups et blessures et de rumeurs d'activités illicites. Être un Ziguéi en vue, c'est forcément attirer l'œil de la police, et parfois de l'armée. Dans les années 90 et 2000, la Côte d'Ivoire traverse des périodes troublées, avec des transitions politiques, des coups de force. Le pouvoir en place voit d'un mauvais œil ces bandes de loupards capables de semer le désordre ou d'être instrumentalisés par des hommes politiques. Charlie Wata, malgré son apparent charisme, n'est pas passé entre les mailles du filet. Très tôt, il a goûté à la prison. Il n'était encore qu'un adolescent lorsque ses premiers séjours derrière les barreaux ont lieu. À Daloa d'abord, dans l'Ouest, il écope de 2 mois fermes pour coups et blessures volontaires. Peu après, à Séguéla, rebelote. 4 mois de prison pour des faits similaires, une autre rixe qui l'a conduit trop loin. Ces peines courtes n'ont pas vraiment entamé sa détermination. Certains diront même qu'elles l'ont aguerri. La prison, pour un loupard, est presque un passage initiatique. Charlie en ressort à chaque fois, avec encore plus de contacts et de notoriété. Il devient celui qui a fait la prison, gage d'expérience et de dureté supplémentaire.
Cependant, ces incarcérations de jeunesse restent ponctuelles. À l'âge adulte, Charlie parvient à éviter de longues détentions, là où d'autres camarades tombent pour longtemps ou disparaissent. Comment expliquer qu'il ait échappé au pire ? D'abord, il y a sans doute eu un peu de chance et beaucoup de prudence de sa part. Charlie le dit lui-même. « Toute ma vie, je n'ai jamais tué. » Contrairement à certains voyous qui franchissent la ligne rouge en ôtant la vie, volontairement ou accidentellement, Charlie revendique de n'avoir jamais commis l'irréparable. Il a cassé des nez, brisé des dents, envoyé plus d'un adversaire à l'hôpital, mais jamais au cimetière. Cette distinction est essentielle. Elle lui a évité de se mettre la justice à dos pour des affaires criminelles lourdes, car blesser quelqu'un en bagarre pouvait souvent se régler à l'amiable ou avec une courte peine, mais tuer, c'était une autre histoire. En s'arrêtant toujours avant le coup fatal, peut-être guidé par une certaine morale ou simplement par calcul, Charlie a échappé au pire. Ensuite, il a su se montrer futé. Dans la rue, Charlie n'était pas seulement des muscles, c'était aussi un cerveau. Il l'a prouvé en traitant parfois avec les autorités de manière pragmatique. Un épisode l'illustre bien. Lors de son séjour à Yamoussoukro, quand il commence à empiéter sur le territoire du syndicat de transport local, les anciens syndicats viennent le voir en prison, après son arrestation dans l'affaire de la jeune fille, pour le supplier de ne pas leur prendre leur gagne-pain. Charlie aurait pu les intimider ou les ignorer, mais il choisit une approche diplomate. Il leur dit qu'il ne veut pas se mêler de ça et les renvoie vers Boy pour négocier. En agissant ainsi, il évite d'être la cible principale de la colère des transporteurs et, accessoirement, il se retire d'un conflit qui aurait pu attirer l'attention policière s'il y avait eu des violences prolongées. C'est un art de l'équilibre. Il sait quand frapper, mais aussi quand reculer pour ne pas franchir le point de non-retour. Malgré tout, l'ombre de la loi planait sur lui. Un événement a marqué les esprits, la mort de John Pololo. Pololo était à la génération précédente, ce que Charlie est devenu ensuite. Un seigneur de la rue, craint et adulé, mais qui a fini par tomber sous les balles des forces de l'ordre. En l'an 2000, alors que le pays est en pleine transition politique tumultueuse, Pololo est mêlé à une altercation dans un quartier d'Abidjan. La situation dégénère, la police militaire, la tristement célèbre unité du PC Crise, intervient et l'embarque. Il ne ressortira jamais vivant de cette arrestation. Son décès en détention, par balle selon ses proches, sonne comme un avertissement pour tous les Igéi. Le gouvernement n'hésitera pas à éliminer physiquement ceux qu'il considère comme des fauteurs de troubles incontrôlables. Charlie, qui admirait Pololo et le considérait comme un grand frère, est profondément choqué par sa disparition. Il comprend que même les plus forts peuvent tomber lorsqu'ils font face à plus fort qu'eux, en l'occurrence, l'appareil sécuritaire de l'État. « Tu peux être fort, mais tu n'es pas plus fort que la loi », dira-t-il plus tard avec sagesse. Cette phrase, il l'a sans doute apprise en voyant Pololo abattu malgré toute sa renommée. Charlie va dès lors faire preuve de plus de discrétion lorsque la pression se fait sentir. Au lendemain de la mort de Pololo, plusieurs loupards notoires sont traqués. Beaucoup fuient Abidjan ou se terrent. Charlie, lui, a l'avantage d'avoir un rôle semi-officiel grâce à son travail de garde du corps. Cela lui confère une certaine légitimité, ou du moins une couverture. On le voit moins traîner gratuitement dans les rues à chercher la bagarre. Il continue bien sûr de gérer ses affaires dans le transport et la sécurité, mais il évite de faire trop de vagues inutiles. Ce changement d'attitude est subtil, mais réel. Charlie commence à se ranger, du moins en apparence, pour ne pas finir comme Pololo. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a plus de compte à rendre. Durant les années 2000, il a encore quelques démêlés judiciaires, souvent liés à des rixes. Mais chaque fois, les peines restent légères ou suspensives. Son nom revient dans quelques affaires qui agitent la chronique des faits divers. L'une d'elles est évidemment l'affaire Boy. Si la justice n'a jamais inculpé Charlie pour la mort de son ami, étant donné qu'il s'agissait officiellement d'un accident, l'opinion publique, elle, a joué son propre tribunal. Charlie a dû vivre avec cette accusation morale pesant sur ses épaules, sans possibilité de s'en disculper autrement qu'en clamant son innocence. Aucune preuve de malveillance de sa part n'a jamais été apportée, et l'enquête sur l'accident de Boy n'a jamais impliqué Charlie,
un fait important à souligner pour l'histoire. Mais la rumeur, comme on l'a vu, a fait son œuvre. Aux yeux de certains, il restait ce suspect non officiel. D'autres accusations ponctuelles ont pu surgir. Bagarre ayant mal tourné, agression supposée. Par exemple, on susurrait qu'à Abidjan, il aurait sévèrement corrigé un policier en civil qui l'aurait provoqué et que l'affaire se serait réglée discrètement grâce à des relations haut placées. Ou encore qu'il aurait été impliqué dans des querelles de syndicats de transport armés de machettes. Difficile de démêler le vrai du faux, car là encore, la légende embellit tout. Ce qui est documenté, c'est qu'il a bel et bien franchi les portes de plusieurs prisons, comme il le reconnaît sans détour. Chaque séjour, bien que bref, était un rappel que nul n'est invincible face aux lois écrites. Charlie en a tiré une certaine philosophie. En 2010, lorsqu'il est interrogé sur le message qu'il voudrait passer à ses frères de la rue, il fait preuve d'une surprenante lucidité. Il faut que chacun fasse l'effort de se trouver une place au soleil, parce que dans le mouvement, il y a la mort. Tu peux être fort, mais tu n'es pas plus fort que la loi. Il faut que nous soyons conscients. Ces mots sonnent comme l'expérience amère de quelqu'un qui a vu trop de ses camarades tomber sous les coups des rivaux ou sous les balles des forces de l'ordre. Lui s'estime presque miraculé d'être encore là, libre et en vie. Il exhorte donc les plus jeunes à ne pas se brûler les ailes inutilement. Il y a tous mes petits de la rue, à tous mes petits frères de persévérer dans la vie, man. Faut même pas inventer, man. Faut avoir la foi à ce que tu fais, à tout ce que tu fais dans la vie. Voilà, un jour là, tout a sorti, man. Il n'y a pas de drap. Voilà. Aujourd'hui là, pour nous, est sorti, mais vous pouvez sortir après. Voilà. Il y a moi, il y a Power, il y a les Wai, il y a NT, il y a Julien Gualou, il y a Nash. Voilà, tu vois, non. Moi, créer un bon, pour vous aider, quoi. Il y a Foukida, c'est que je suis persévéré dans la vie. Une fois, ne voulez pas, ne droguez pas. Parce que nous-mêmes, là, nous n'avons pas drogué, man. Voilà, nous n'avons pas marin, on n'a pas voulu. C'est que je suis certain, là. Ça va aller, il y a Foukida, il y a Foy. Malgré cette prise de conscience tardive, on ne peut nier que Charlie Wata a longtemps vécu en marge de la loi, jouant au chat et à la souris avec elle. Tantôt arrêté, tantôt relâché, parfois protégé officieusement par certaines figures influentes, on le disait proche de tel ou tel dignitaire du régime, sans que ce soit jamais officiel. Il y a aussi une dimension politique. On apprend, au détour d'une notice nécrologique, que Charlie était sympathisant du Front populaire ivoirien, FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Cela pourrait expliquer qu'entre 2000 et 2010, durant la présidence de Gbagbo, Charlie ait bénéficié d'un relatif laisser-faire. Il était, dit-on, présent lors de rassemblements pro-FPI, mettant sa carrure au service du maintien de l'ordre au sein du parti. Être du côté du pouvoir en place a pu le protéger de l'acharnement judiciaire. En revanche, un changement de pouvoir aurait pu le rendre vulnérable. Heureusement pour lui, durant la crise post-électorale de 2010 à 2011, son nom ne fait pas surface dans les troubles. Peut-être a-t-il sagement choisi de s'effacer à ce moment-là, évitant de s'impliquer dans des violences politiques qui l'auraient mis en ligne de mire. Au final, l'homme invaincu des rues a su éviter la défaite judiciaire fatale. Il n'y a pas eu de chute de Charlie Wata, orchestrée par un procès retentissant ou une condamnation exemplaire. Là où d'autres caïds ont fini leur jour derrière les barreaux, lui a réussi petit à petit à se réorienter. Et c'est précisément cette réorientation qui marque le début du chapitre suivant de sa vie. Charlie le bagarreur a compris qu'il devait poser les armes, ou du moins les dissimuler, pour survivre dans un monde où la loi finirait tôt ou tard par l'épingler s'il continuait sur la même voie. À la force brute, il va tenter de substituer une autre force, celle de la réinvention de soi. C'est ainsi que le Zigouéi invétéré va se muer en artiste et en mentor, cherchant la rédemption, ou qui sait, un second souffle dans un univers inattendu pour lui, la musique et la scène. Au tournant des années 2010, un phénomène surprend la Côte d'Ivoire. Plusieurs anciens caïds des rues se découvrent une vocation d'artiste. Le mouvement coupé-décalé, le hip-hop ivoire et d'autres styles urbains accueillent en leur sein d'ex-gros bras cherchant une reconversion respectable. Parmi eux, Charlie Wata s'illustre comme l'un des pionniers de cette transition. Déjà connu pour avoir été le garde du corps d'Ismaël Isaac, il profite de cette immersion dans le milieu musical pour tenter sa chance derrière le micro.
Je suis venu à la musique par le biais et l'intermédiaire d'Ismaël Isaac, que j'ai été aussi son bodyguard. Ismaël Isaac, qui est un artiste ivoirien, super populaire, qui fait dans le reggae, un peu comme Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly. Ouais, justement. J'étais le bodyguard d'Ismaël Isaac et j'ai beaucoup voyagé avec Ismaël Isaac. Je suis venu à la musique aujourd'hui, c'est par le biais d'Ismaël Isaac. Ouais. Le Zigei repenti veut faire entendre sa voix. Mais avant même de chanter, Charlie endosse d'abord le rôle de protecteur des stars à plein temps. Son nom circule comme un gage de sécurité efficace. Plusieurs célébrités du showbiz ivoirien, impressionnées par son parcours, lui confient leur garde rapprochée lors de concerts ou de déplacements. L'une des figures de la nuit, Blackberry, ex-organisateur de spectacles, témoigne « Charlie était respectueux. C'était mon petit. Il était dans le même registre que les John Pololo et autres. Il faisait quelquefois la sécurité et chantait. » Cette phrase illustre bien la double casquette qu'a commencé à porter Charlie. Tantôt agent de sécurité respecté, tantôt chanteur en herbe. Comment Charlie en est-il venu à chanter ? L'idée peut sembler incongrue. Imaginez ce combattant rude pousser la chansonnette. En réalité, le terreau était là. La culture Zigei n'est pas faite que de violence. C'est aussi une identité, un style de vie qui s'exprime à travers la musique, la danse, l'argonouchi, la sape. Dès les années 90, des artistes comme le groupe Race, Responsabilité, Attitude, Savoir, intègrent dans leur danse et leurs clips l'esthétique Zigouei. John Pololo lui-même était célébré dans des chorégraphies urbaines. Il existe donc une porosité entre les loubards et les artistes, chacun inspirant l'autre. Charlie, en fréquentant Ismaël Isaac et d'autres musiciens, réalise qu'il peut lui aussi prendre le micro pour raconter son vécu et transmettre un message. Après tout, qui mieux que lui pour parler de la rue et de ses retours du Zigei ? Tout un programme. Le titre claque comme une revendication identitaire. Charlie assume pleinement ses racines de Zigei, il en fait même un argument marketing. La pochette le montre tel qu'il est. Allure de dur à cuire, muscles saillants, regards appuyés. À travers cet album, il veut incarner le porte-parole du mouvement Zigei sur la scène musicale. Le projet bénéficie de featuring notables. Par exemple, le groupe togolais Toufan, très populaire en Afrique de l'Ouest, collabore avec lui sur un single intitulé « Foma Appeler », souvent prononcé « Faut m'appeler ». C'est un morceau entraînant qui mélange le français, le nouchi et l'ewe, une langue togolaise, sur un rythme dansant. Le refrain « Chéri Coco, faut m'appeler » devient un petit hit dans les maquis d'Abidjan. On passe le clip à la télé, clip où l'on voit Charlie esquisser quelques pas, exhibant ses fameux jeux de jambes qui rappellent autant ses mouvements de karatéka que des pas de danse. Le public découvre un Charlie Wata sous un autre jour, celui d'un performeur charismatique à l'écran, capable de sourire et de jouer de son image. Le morceau rencontre un certain succès d'estime. Il est diffusé en radio, en discothèque. Charlie se produit sur scène dans quelques concerts, invité par d'autres artistes urbains. Un autre titre marquant de son répertoire est Dieu. Charlie Wata, le repenti, joue donc sur deux tableaux. Il brandit fièrement son identité Zigei, c'est son fond de commerce, sa singularité artistique. Mais en même temps, il affirme avoir changé, s'être rangé du côté de la non-violence. Dans son album, on trouve des titres festifs, vantant l'ambiance des quartiers populaires, et d'autres plus conscients où il conseille aux jeunes de ne pas suivre toutes ses traces. Il y a une certaine pudeur dans sa démarche. Charlie n'est pas un rappeur virulent qui réglerait ses comptes en musique. Il apparaît presque timide au micro. Ceux qui l'ont approché en coulisses confirment cette facette. Je retiens de Charlie Wata un homme assez timide, simple et respectueux en dépit de la légende qu'il était, confie Valérie Foumbé, le journaliste qui l'a bien connu. Cette timidité transparaît dans son expression artistique, ce qui le rend paradoxalement attachant. Il ne joue pas les gangsters de pacotille. Il est lui-même avec ses limites. Le succès de sa musique reste néanmoins modeste. Si Faut m'appeler obtient un bon écho, l'album Le Retour du Zigei dans son ensemble ne perce pas le marché national autant qu'espéré. Charlie et ses partenaires manquent sans doute de l'appui d'un grand label ou d'une stratégie commerciale solide. Nous n'avons pas eu un bon manager. Néanmoins, on va reprendre la promotion. J'y pense beaucoup, admettait Charlie quelques années après la sortie. Effectivement, malgré des passages télé,
notamment dans l'émission musicale Tempo et des interviews radio, l'album ne devient pas un best-seller. Il reste un objet culte, apprécié surtout par les fans du mouvement Ziggy et ceux qui connaissent l'histoire derrière l'homme. Qu'importe, pourrait-on dire, l'essentiel est ailleurs. Pour Charlie, cette reconversion est d'abord un message envoyé. Le message qu'un homme de la rue peut changer, qu'il peut prôner la paix après avoir vécu la violence. Son histoire personnelle devient un argument pour décourager les jeunes de sombrer dans la délinquance. « Je ne veux pas que mon fils suive mes traces, qu'il sache que son père était ceci ou cela. Il va à l'école, il joue au foot », dit-il en évoquant son enfant de 7 ans. On sent dans ses propos la volonté d'offrir à la génération suivante ce qu'il n'a pas eu, une enfance normale, éloignée des coups. Charlie s'éloigne même physiquement de son fils par moments, de peur que le petit, déjà très bagarreur de tempérament, n'idolâtre le loupard qu'il a été. C'est un père inquiet, conscient de l'attraction dangereuse qu'exerce la figure du dur à cuire. En parallèle de la musique, Charlie continue de servir de garde du corps et d'exercer dans le syndicalisme des transports pour subvenir à ses besoins. Il le reconnaît lui-même. Chanter ne nourrit pas encore son homme dans son cas et il doit assurer la vie quotidienne. Néanmoins, il sélectionne davantage ses activités. « J'ai dépassé ce stade, je ne peux plus aller surveiller des boîtes de nuit », dit-il, signifiant par là qu'il ne veut plus être videur comme un vulgaire homme de main. Il préfère se concentrer sur le transport, les gares de Marcory et Cocody qu'il gère avec Bolo, et sur la sécurité ponctuelle de personnalités triées sur le volet, Ismaël Isaac en tête. C'est aussi une manière de se ménager. Les nuits blanches à gérer des bagarres de discothèque, il en a eu sa dose. Place à une vie plus posée, du moins en apparence. Charlie le repenti s'affiche même lors de campagnes de sensibilisation. On le voit par exemple participer à des événements de soutien aux enfants des rues ou apparaître aux côtés d'anciens rivaux pour promouvoir l'unité. Il adresse des messages publics. Le seul conseil que je peux donner aux loupards, c'est d'être solidaire. Il faut qu'on oublie le passé, les bagarres par-ci par-là. Il faut qu'on arrête d'avoir recours aux machettes et que l'aigreur disparaisse de nos rangs. Ces paroles fortes résonnent auprès de ceux qui l'ont connu. Cependant, malgré ses efforts pour se racheter une image, certains restent sceptiques. Pour ceux qui ont souffert de la violence des Ziggy, voir l'un d'eux être mis en lumière comme une vedette est dérangeant. Y a-t-il une part de marketing de rue dans la démarche de Charlie ? A-t-il utilisé son passé sulfureux pour tenter de vendre des disques sans réellement se repentir ? La question peut se poser. Son album s'intitule quand même « Le retour du Ziggy », ce qui sonne comme une glorification du phénomène. On pourrait y voir une contradiction. Prôner la paix tout en titrant son œuvre comme un appel au comeback des loupards. En réalité, le contenu de ses chansons nuance cette lecture. S'il se revendique Ziggy, c'est au sens identitaire, pas pour encourager la violence gratuite. Il cherche plutôt à valoriser la fierté d'être issu de la rue, tout en invitant à canaliser cette énergie ailleurs que dans la criminalité. L'homme reste de toute façon fidèle à lui-même, un mélange de fierté et de modestie, de force et de douceur cachée. Sur scène, dans ses rares performances live, ceux qui l'ont vu témoignent d'une présence scénique singulière. Charlie ne saute pas partout, il n'est pas exubérant comme certains chanteurs de coupé-décalé. Il est presque statique, planté comme un roc, et ce sont les danseurs autour de lui qui bougent. Lui se contente de lâcher ses paroles graves, parfois en slam plus qu'en chant, rappelant qu'il incarne quelque chose. Son corps, même immobile, raconte déjà une histoire, celle d'un guerrier qui a troqué ses armes contre un micro, mais dont le vécu transpire dans chaque regard, chaque geste mesuré. Le Ziggy repenti a donc réussi en partie son pari, se transformer sans renier ce qu'il est. Il a gagné en respectabilité sans perdre le respect de la rue. Les jeunes continuent de le voir comme le papa du mouvement, celui qui a survécu et qui conseille. Les artistes le considèrent comme un collègue et un témoin d'une époque. Charlie navigue entre ces mondes avec humilité. Hélas, alors qu'une nouvelle vie semblait s'ouvrir à lui, le destin va lui jouer un mauvais tour, cette fois sous la forme la plus implacable qui soit, la maladie. Au milieu des années 2010, Charlie Wata commence à se faire rare. Lui, jadis omniprésent dans les maquis et sur les scènes, s'éclipse sans faire de bruit. On murmure qu'il n'est pas bien.
qu'il a des problèmes de santé. L'invincible guerrier aurait-il trouvé son adversaire ultime dans les profondeurs de son propre corps? L'heure de clore le chapitre approche, et avec elle l'aura tragique des héros vaincus par la seule force qu'ils ne peuvent combattre. Après la gloire et la rédemption, vient souvent le silence. Pour Charlie Wata, ce silence s'est abattu progressivement, comme un voile pudique sur les dernières années de sa vie. Vers 2014, alors qu'il a sorti son album et qu'il aurait pu enchaîner avec de nouveaux projets, Charlie disparaît peu à peu de la scène publique. Son silence intrigue. L'ex-loupard, d'ordinaire si présent dans les quartiers, n'est plus aperçu nulle part. Les fans se demandent ce qui se passe. Les rumeurs, encore elles, pointent un ennemi invisible, la maladie. Longtemps, rien n'est confirmé officiellement. Par fierté ou par pudeur, Charlie ne communique pas sur ses problèmes de santé. Mais ses proches savent, le guerrier est en train de livrer un ultime combat contre son propre corps. On apprendra plus tard qu'il souffrait d'une insuffisance rénale sévère. Ses reins, ses organes vitaux faiblissent, l'empoisonnant petit à petit. Peut-être est-ce le résultat de longues années de stress physique et psychologique, ou simplement la fatalité génétique, nul ne sait. Toujours est-il qu'à partir de 2015, Charlie Wata doit suivre un traitement lourd, sans doute des dialyses régulières. Lui qui n'a jamais plié face à aucun homme, se retrouve couché des heures, relié à des machines. Le choc est dur à encaisser. Durant de longs mois, Charlie n'est plus visible du tout sur la scène musicale ou dans les événements publics. Les concerts se font sans lui, les maquis ne le voient plus passer. Quelques initiés comprennent qu'il se bat contre la maladie et respectent son souhait de discrétion. Le grand public, lui, n'entend plus parler de son idole d'hier et l'oublie peu à peu. Ingratitude ordinaire de la célébrité. Mais dans la famille Zigwei, l'inquiétude grandit. On se passe les nouvelles sous le manteau. Charlie est malade, c'est sérieux. Les plus religieux prient pour lui. D'autres nient par déni. Un gaillard comme lui, malade? Non, il va revenir. C'est Charlie quand même. L'invincibilité qu'on lui prêtait rend difficile l'acceptation de le savoir affaibli. Le dénouement tragique survient en mai 2016. L'information tombe un dimanche matin comme une onde de choc. Charlie Wata est mort. Le 22 mai 2016, après avoir lutté de toutes ses forces, il a rendu l'âme, terrassé par cette longue maladie dont il ne parlait pas. Le Zigei chanteur, comme certains médias l'avaient surnommé, s'éteint à 44 ans, à l'hôpital ou peut-être chez lui entouré des siens, selon des versions divergentes. Pour ses amis, la nouvelle est cruelle, mais pas totalement surprenante. Ils l'avaient de vue décliner. Pour le grand public, c'est la stupeur. Le guerrier est tombé, titre un site d'actualité, comme pour marquer l'ironie du sort. Celui que les couteaux n'avaient pu couper, que les poings n'avaient pu briser, a été vaincu par un mal interne invisible. Les réactions fusent dans tout le pays. Dans les ghettos d'Abidjan, les anciens loupards sont en deuil. Beaucoup perdent plus qu'un ami, un symbole, un leader moral. L'émoi qui s'est emparé du milieu des gros bras ivoiriens à l'annonce de sa mort est à la dimension de l'impact qu'il a laissé dans les consciences, écrit un journaliste, soulignant l'onde de choc parmi ceux qui l'ont côtoyé et parfois idolâtré. Les témoignages affluent, sincères et touchants. Des artistes comme David Tayoro saluent une grosse perte pour la musique ivoirienne et pour le mouvement Zigei dont il était membre. Eamon Williams promet qu'un hommage officiel lui sera rendu, rappelant son dernier album qui a fait plaisir aux mélomanes. Les compagnons de la nuit comme Blackberry évoquent le destin en soupirant « Charlie était respectueux. Il chantait aussi « C'est la vie ». Même des figures du sport de combat, tels le karatéka Louis Prailly, y vont de leur oraison. Charlie avait de la bravoure et du courage. Il n'aimait pas les foutaises. Paix à son âme. Ces mots simples peignent le portrait d'un homme, finalement apprécié de tous ceux qui l'ont connu personnellement. Respectueux, courageux, droit. Parmi ces hommages, celui de Valérie Fongbé, le journaliste qui avait recueilli ses confidences en 2010, est particulièrement émouvant. Il parle de longue histoire entre lui et Charlie,
de 2 décennies d'amitié entamées à Yamoussoukro lorsque le mythe naissait. Fungbe se souvient de sa quête presque journalistique pour voir de ses yeux la légende du pied gauche en action. Il témoigne avoir assisté au fameux duel contre Boy l'Américain et d'avoir alors compris pourquoi tout le monde le craignait. Il raconte aussi comment Charlie, lorsqu'il s'est lancé dans la musique, lui a demandé de parler de son album dans le journal. Fungbe a alors suggéré à Charlie de se dévoiler davantage, de raconter enfin sa vraie histoire dans une interview fleuve. Ce qu'ils firent en février 2010. Charlie livra son testament médiatique, cette interview qui a nourri notre documentaire, dissipant beaucoup de légendes tout en renforçant d'autres. Après cette parution, Charlie était revenu acheter 20 exemplaires du journal pour les distribuer fièrement à ses amis loubards, heureux sans doute de laisser une trace écrite de son parcours. Fungbe se remémore un homme en réalité timide et humble, à 1000 lieues de l'image qu'on pourrait s'en faire. Un homme qui, malgré sa légende, songeait sérieusement à l'avenir. Il avait de grands projets pour les enfants de la rue et les Igwéi. Ces projets, hélas, resteront inachevés. J'ai perdu un ami. Qu'Allah lui accorde le paradis, conclut Fungbe, en pleurant l'homme derrière le mythe. Le décès de Charlie Wata a une résonance nationale. Les médias généralistes, d'ordinaire peu enclins à parler des loubards, relaient l'information. Abidjan.net titre « La musique en deuil, Charlie Wata est mort », rappelant son vrai nom, Fanou Bikwe, et son parcours de loubard reconverti. On souligne qu'il était faiseur de zigéi, c'est-à-dire l'un des initiateurs emblématiques du mouvement, et qu'il avait été le garde du corps d'Ismaël Isaac avant de se lancer dans la chanson. On cite ses titres marquants « Dieu »,« Fomalé », orthographié parfois Fomaélé. On note aussi qu'il était militant du FPI, un détail qui montre que même en politique, il avait trouvé sa place. Enfin, on conclut en s'adressant à lui dans l'au-delà. Adieu l'artiste, que ton âme repose en paix. Yako, condoléances, à toute la famille Zigéi. L'expression famille Zigéi prend tout son sens. C'est une communauté entière qui se sent orpheline. Le jour de ses funérailles, une foule disparate se réunit. Des artistes côtoient des inconnus venus du ghetto. Des anciens rivaux se tiennent côte à côte pour lui dire adieu. On l'enterre au cimetière de Williamsville, à Abidjan, le même où reposent des musiciens et figures populaires. Une page de l'histoire urbaine de la Côte d'Ivoire se tourne avec lui. L'héritage de Charlie Wata est multiple. D'abord, il appartient au panthéon des légendes des rues ivoiriennes. Son nom s'inscrit aux côtés de ceux de John Pololo, de Zéus, un autre gros bras célèbre, de bien d'autres figures de l'ombre dont les exploits se comptant encore la nuit. Il est devenu un personnage quasi folklorique, inspirant peut-être des scénarios de films, des chansons, des danses. En 2023, quand un ancien zigéi du nom d'Olivier Pancho Pandé décède à son tour, la presse rappelle que ces hommes ont marqué une époque, et Charlie est cité en référence de ce mouvement aujourd'hui en déclin. Ensuite, dans la musique, Charlie Wata a laissé quelques morceaux qui, sans être des tubes interplanétaires, ont participé à l'effervescence de la scène urbaine ivoirienne au début des années 2010. Sa collaboration avec Toofan a prouvé que les expériences transnationales pouvaient marcher. Son image a été reprise dans des clips, symbolisant la jonction entre la rue et la musique. Il a montré la voie à d'autres loubards, repentis comme son ami Gore la Montagne, qui s'est lui aussi mis à la chanson. En ce sens, on peut dire que Charlie a contribué à donner une seconde vie culturelle au mouvement zigéi, le faisant passer du trottoir à la scène. Mais l'héritage le plus important est peut-être social et moral. Charlie Wata incarne l'histoire d'une rédemption possible. Son parcours est raconté comme une fable urbaine aux jeunes des quartiers. Tu vois, Charlie était comme toi à ton âge, il a fait des erreurs, mais il a compris avant la fin. Toi, tu peux comprendre dès maintenant. Son interview testament de 2010, largement partagé après sa mort, sert de référence. On y puise ses conseils sur la solidarité, la conscience du futur, l'importance de ne pas se croire invincible face à la loi. Ces mots, « il faut que chacun trouve sa place au soleil », résonnent comme un appel à l'insertion positive, lancé à ceux qui se sentiraient tentés par la facilité de la violence. Charlie laisse aussi derrière lui une famille biologique qu'il protégeait de son passé. Son fils,
encore enfant lors du décès, grandira en sachant que son père a été une légende, pour le meilleur et pour le pire. Peut-être un jour comprendra-t-il le sacrifice que son père a fait en tenant à l'écart ce monde dangereux pour lui offrir une vie normale. Ce fils, c'est un peu l'espoir que le cycle de la violence peut être brisé d'une génération à l'autre. Enfin, Charlie Wata a légué une leçon d'humanité. Derrière les apparences du dur invulnérable se cachait un homme avec ses doutes, ses peurs, ses rêves et sa foi. Sa fragilité ultime face à la maladie nous rappelle que les légendes restent humaines. Mais tant que son nom sera prononcé, un coin de la mémoire collective ivoirienne vibrera au récit de ses combats épiques, de ses pas de danse furtifs, de ses paroles de sage inattendues sortant de la bouche d'un ex-caïd. Charlie Wata est mort, mais la légende du Zigouéi invincible, elle, ne mourra pas. Elle continuera d'inspirer crainte, respect et réflexion, comme l'ombre d'un combattant qui veille encore sur ces rues qu'il a tant aimées et arpentées. Adieu Charlie, guerrier éternel de la rue. Que ton histoire serve de flambeau, éclairant la voie de ceux qui cherchent la rédemption après la violence. Et que la terre te soit légère, à toi qui l'as tant foulée de ton pied gauche légendaire. Merci d'avoir suivi ce long récit. N'oublie pas de t'abonner, liker et commenter.